Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai de très grand plaisir de recevoir Jean-Baptiste Doulcet, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, je vous reçois à l'occasion de l'apparition d'un disque magnifique avec un programme d'une très grande richesse, un monde fantastique pour le label Mirare. Schumann, Liszt et Doulcet. Ça va, une belle affiche. Oui, surtout Schumann, Liszt, ça, c'est quand même le gros du programme. Voilà. Alors c'est un disque en fait d'inspiration littéraire, fantastique, c'est-à-dire qu'il s'ouvre par la paraphrase sur la valse de Faust de Liszt d'après le Faust de Goethe-Gounod, et puis il se termine sur une œuvre de vous d'après John Keats, Endymion, c'est ça, je me suis pas trompé. Exactement. Dans la prononciation, et on passe par Schumann, Liszt, Schumann et Liszt. C'est toujours difficile, j'imagine, de choisir un programme pour un premier disque, parce que soit on part dans une direction alors très très particulière, soit on se dit je vais aborder des répertoires déjà abordés de toute façon. Comment ça se passe ? Mais ça, je crois que c'est assez inévitable, bien que aujourd'hui on arrive toujours à retrouver des nouvelles choses, des nouveaux compositeurs, des nouvelles compositrices aussi, beaucoup. Il y a un grand travail à faire avec ça, mais il est vrai que souvent on va être confronté à restituer à notre manière des choses qui ont déjà été enregistrées plein de fois, mais c'est le travail de l'interprète, donc sinon on arrête tout. Voilà, on peut pas se le reprocher, je crois que c'est pas une bonne idée. Mais non, le programme a été bâti avec une grande confiance avec Mirare. J'ai eu vraiment toute la liberté que je pouvais avoir pour le préparer, donc ça a été une grande chance, et en fait c'est tout simplement venu d'une envie déjà, tout simplement. Je pense que l'envie c'est la première raison de faire un disque, de jouer telle œuvre, c'est ça qui domine, et après on met du sens dedans, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des résonances, des dialogues, etc., et là ça a créé cette sorte d'histoire qui est celle de la littérature fantastique. Alors il s'ouvre par la paraphrase sur la valse de Faust de Liszt d'après Gounod, donc ça fait partie de tous ces cycles de paraphrases de Liszt qui sont quand même très très démonstratifs, qui sont magnifiques, mais c'est quoi les écueils justement ? Est-ce qu'on n'a pas peur de donner une virtuosité gratuite et d'oublier qu'il y a une richesse musicale importante ? C'est une très bonne question. Je pense que ça permettait à la fois de revisiter le mythe de Faust, puisqu'on aura aussi Dante, donc de travailler sur la notion des enfers dans la musique fantastique. Mais en réalité, il me semblait assez important que aussi le disque ne soit pas que l'image d'un lieu commun fantastico-romantique, à savoir que ce serait sombre, gothique, et que ce serait des forêts un peu avec des arbres décharnés. Non, il fallait aussi qu'il y ait cette espèce de virtuosité à l'œuvre qui est propre à cette paraphrase, notamment de Liszt, d'après Gounod, qui est une œuvre que j'aime bien qualifier de vaine, mais c'est un compliment. C'est une œuvre d'une grande beauté, et il y a une espèce de vanité là-dedans que j'aime beaucoup, et surtout ça permet d'ouvrir le disque dans une sorte de feu d'artifice qui n'est pas forcément celui qu'on attend dans le monde fantastique, et puis après on ouvre vers d'autres cycles, vers d'autres états émotionnels. Vous dites, Jean-Baptiste Doulcet, que vous êtes allé vers des œuvres que vous aimiez, puis après vous avez essayé de donner un sens à la construction. Comment ça s'est passé ? C'est-à-dire, parce qu'il y a quand même un fil qui est évident entre toutes ces œuvres littéraires, fantastiques, donc vous n'êtes pas allé au hasard en disant je veux jouer ça, puis finalement quand on rebat les cartes, on se retrouve avec un disque très cohérent. Il y avait quand même dès le départ bien sûr l'idée de ce monde littéraire et fantastique. Alors cette idée-là, oui, elle était là au départ. Il y avait une envie de prendre la littérature et d'en faire un disque, parce que j'ai toujours été bercé par la littérature, par les livres, et parce que les compositeurs eux-mêmes rarement écrivent sans lien avec la littérature. C'est qu'on le voit dans tous les opéras, bien sûr, puisqu'il y a des livrets, mais même dans la musique pour piano, on se rend compte qu'il y a quand même énormément de choses qui font référence à ça. Donc pour moi, c'était important pas de le signaler, mais d'en faire un récit à l'intérieur même. Et Schumann et Liszt, tout simplement, ce sont des références évidemment évidentes pour un pianiste, mais c'est surtout que Schumann est une grande figure pour Liszt. Il y a eu beaucoup d'échanges, de renvois. Liszt s'est emparé des deux leaders qu'on retrouve dans ce disque, Frühlingsnacht et Widmung, par exemple, qui sont vraiment des hommages, des réappropriations fidèles, je pourrais dire. Donc tout ça a créé assez à l'évidence ce programme. La question c'était plutôt
quel Schumann fantastique. Pourquoi les Kresleriana et pas les scènes de la forêt? Ça, c'est une vraie question. Mais l'envie de jouer les Kresleriana, tout simplement, m'a peut-être donné la direction à prendre. Oui, alors votre interprétation, elle est magnifique de ces Kreisleriana. C'est quoi? C'est une œuvre que vous avez toujours travaillée ou avec vos maîtres, avec Claire Désert, avec d'autres? Ou alors c'est venu plus tardivement? Non, c'est une œuvre que j'ai appris à la fin de mes études, enfin en réalité après le Covid. Il y a eu une soif de répertoire après Long Thibaut et après la crise sanitaire, une envie, après une période de doute, de se confronter à des grandes œuvres devant lesquelles on ne devrait pas reculer parce qu'il y a tant de versions de référence et tant de traditions. C'est plutôt d'essayer de les assimiler, de voir ce qu'on peut faire nous, avec notre personnalité, nous les interprètes, avec notre sensibilité. Et pour ça, tout simplement, il y a des chefs-d'œuvre en effet qui sont parlants. Bon, moi, je suis très très familier de la musique de Schumann, qui est un de mes compositeurs favoris, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand même un petit peu. Donc j'ai appris tout ce répertoire après le Covid, donc je l'ai travaillé seul, je l'ai pas mal donné en récital et puis j'ai voulu tout simplement en accoucher d'un disque dans cette période quand même sombre et difficile qu'on a vécue. C'était important de le fixer. Mais d'ailleurs, dans ces Kreisleriana, et comme toujours chez Schumann, c'est-à-dire que tout est génial dans l'œuvre, et puis il y a des fulgurances comme cette partie qui revient, cette sorte de thème un peu lancinant, une sorte de promenade qui revient à plusieurs reprises. Il y a toujours ça, comme dans les Davidsbündner Tänze. Au milieu des chefs-d'œuvre, il y a toujours, en plus, à un moment, Schumann vous cueille toujours avec quelque chose de saisissant et de bouleversant. Enfin, il y a vraiment chez Schumann une manière, voilà, de faire frémir. Enfin, je sais pas si j'exprime bien, mais tout est sublime. Il y a toujours un moment où on est encore plus cueilli que dans les autres moments. Je sais pas comment c'est pour l'interprète. C'est exactement ça. Je crois que c'est une évidence générale. Et puis à l'intérieur, il y a des... c'est un peu les punctum de Roland Barthes. Tout d'un coup, on va se fixer sur un détail peut-être a priori anodin dans la partition, qui est tout simplement une minuscule petite phrase ou un accord. Tout d'un coup, un coup de projecteur, je sais pas, une nuance, quelque chose qui touche à un état émotionnel tellement profond et même psychologique quelque part, même si c'est à la fois une musique anti-psychologique, puisqu'elle est tout le temps tournée vers l'instinct, vers la vie, mais elle définit quand même, je pense, beaucoup un état mental, même s'il est très complexe et qu'il ne s'agit pas de se dire Schumann était fou, donc là c'est une musique folle. C'est évidemment bien plus compliqué que ça, mais il y a une fragmentation, il y a une... Et oui, il y a des moments où, pourquoi là, c'est encore plus sublime que sublime, et ça c'est vraiment la magie schumannienne qui est là dans toutes ses œuvres pour moi. Oui, puis c'est une magie en fait qu'on attend. Parce que si on isolait ces moments encore plus sublimes que les autres, ils perdraient à mon avis de leur sens. Et il y a des choses qu'on trouve extraordinaires voilà, dans toutes ces œuvres. Et puis si on les met à part, il y a comme un soufflet qui retombe. C'est vraiment le avant et le après qui leur donnent leur valeur. Exactement. Puis c'est la forme aussi générale, peut-être à la fin, ce sentiment d'avoir été témoin d'une mosaïque intérieure presque, de ces états émotionnels, de ces petits récits, de ces petits découpages, de ces petites formes. Et ça, c'était important aussi qu'il y ait ça pour moi, que ce soit presque une musique à sketch, parce que c'est comme ça que c'était conçu, face à, en revanche, une œuvre comme après une lecture de Dante, de Liszt, qui est pour le coup un grand voyage, une grande traversée, une œuvre monumentale, littéralement, de 17 minutes sans arrêt, mais qui à sa manière, elle aussi, évoque évidemment des tas de questionnements, d'émotions, de théâtralité aussi. Alors justement, c'est Kreisleriana, pour y revenir, elle débute d'une manière complètement, dans la hâte, une sorte de précipice. Comment ça se passe quand on aborde une telle œuvre au concert? On fait comme Richter, on compte jusqu'à 10, ou alors on se lance? Ça dépend du public et de l'ambiance, Jean-Baptiste, vous le savez. Oui, ça dépend du public, ça dépend de l'ambiance, ça dépend du jour dans lequel on est. Mais je crois que, pour ma part, en tout cas, moins on y réfléchit, mieux on se porte, parce que c'est un début, mais c'est souvent vrai chez Schumann d'ailleurs, je m'en rends compte de plus en plus, mais le début des Kresleriana, c'est tellement, comme vous dites, un début de précipice que on commence dans une instabilité mouvante, hâtive, oui, quelque chose qui nous met mal à l'aise dans la manière d'aborder le clavier. En fait, on est déjà dans
il y a une frénésie, mais on ne sait pas où s'accrocher. Et c'est vrai que si on n'a pas tout le sang-froid requis, on peut être vraiment dans le malaise, en fait. Dans le malaise, pas forcément émotionnel, mais en tout cas déjà instrumental, voilà, technique. Comment vous abordez une partition comme celle-là? Parce que vous dites que c'est une partition que vous avez abordée justement après cette période de Covid. Donc c'est pas une partition qui vous a accompagné durant vos études, mais comment vous l'abordez? Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à justement toutes les Chrysleriana qu'on a écoutés, des disques mythiques comme Horowitz ou d'autres. Enfin, peut-être que, je dis mythique pour moi, peut-être que vous seriez d'un avis différent. C'est pas parce que c'est un pianiste qui appartient à la mythologie que vous adorez forcément son interprétation. Mais comment on aborde une partition comme celle-là? Vous l'abordez comme si vous abordiez une partition que personne ne joue, ou alors vous portez déjà toute cette histoire Oui, j'essaye tant bien que mal de pas de faire fi de ce qu'on disait au début des traditions, en tout cas de la manière dont ça a été joué. Parce que même si ce sont des indicateurs très forts, très inspirants, très puissants, on ne peut pas s'en remettre à ces versions parce que elles peuvent nous handicaper et elles peuvent nous empêcher de faire ce que nous on a à faire et qui sera forcément pas la même chose. Pour moi, je sais qu'en tant qu'interprète, j'écoute très peu les versions de ce que je joue. Parfois, j'écoute juste pour des questions de tempi, pour voir aussi quels sont les paradoxes, parce que la question des tempi est toujours intéressante chez les interprètes. Il y a toujours à boire et à manger. Et c'est pas une histoire de qualité, c'est vraiment une histoire de choix, et ça, c'est très intéressant. Pouvoir aussi justifier des choix personnels par rapport à ce qui a été fait, à des traditions qui parfois sont pas forcément celles du texte, ça c'est assez étonnant, mais surtout moi j'essaye de pas trop écouter ça parce que sinon à quoi bon on se dit mais c'est tellement beau comme ça, pourquoi on irait refaire les Chrysleriana, et c'est justement pas l'enjeu. Donc j'essaye d'aborder la partition surtout telle qu'elle vient, c'est-à-dire avec je pense un instinct d'improvisateur et de compositeur, quelque part ça doit m'accompagner inconsciemment. Pour moi, toutes ces musiques-là sont tellement, c'est un lieu commun de dire ça, mais sont tellement géniales qu'en fait, il n'y a rien à comprendre là-dedans, c'est évident, tout est déjà là. Après, il s'agit de travailler et de rendre ça au mieux, mais je suis pas, pour moi, il n'y a pas, évidemment, il y a des énigmes propres à chaque œuvre, mais c'est pas cryptique, quoi. C'est très évident, je trouve, le rapport aux grandes œuvres, aux plus petites, mais aux œuvres géniales, et il y en a tellement, Oui, vous avez de quoi faire 10 vies avec ça. Jean-Baptiste Doulcet, vous avez étudié avec Claire Désert, dont le nom est très lié à Schumann. Vous en avez parlé beaucoup avec elle, ou alors c'est venu après J'ai pas souvenir qu'on en ait parlé particulièrement. Enfin, on a travaillé du Schumann, ça bien sûr, je m'en souviens. C'était les scènes de la forêt d'ailleurs. Et les David Smulders aussi. Mais on n'en a pas parlé plus que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup Brahms aussi, il y a eu beaucoup Beethoven. Du moins, il y a eu ce qu'elle pensait être bon pour moi dans ma construction d'instrumentiste à ce moment-là. Alors oui, on a certainement parlé de Schumann, mais ça n'a pas été une figure en particulier. Mais pour moi, elle a toujours été là, même avant en fait. Schubert et Schumann, je pense, ont toujours été des phénomènes pour moi dans l'histoire de la composition du piano et pas que. Et donc oui, il y a eu certainement des discussions, mais je me souviens quand même de cours magnifiques sur les scènes de la forêt, et j'ai entendu plus tard d'ailleurs sa version qu'elle a enregistrée. Pour le même label, je crois que c'est chez Mirare d'ailleurs, ouais. Exactement, un très très beau disque, et je me souviens, et d'ailleurs je l'ai réentendu par hasard il n'y a pas longtemps à la radio, et c'est drôle parce que j'ai entendu ce début des scènes de la forêt qui est absolument extraordinaire. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est chanté, qu'est-ce que c'est touchant, quoi. Et j'avais l'impression d'être vraiment dans le Schumann qui doit être comme ça. Ça veut rien dire, mais parfois ça nous parle plus que d'autres. Et je me suis dit, je sais pas qui c'est marrant. Alors après aussi, peut-être la prise de son un peu peut aider. On sait que c'est pas un disque très ancien, a priori, mais quand même, c'est qui? Puis je me suis dit, c'est marrant, ça pourrait être Claire Désert. Et puis à la fin de cet extrait, en effet, je crois que c'était France Musique a annoncé... extrait du disque de Claire Désert, voilà, comme quoi des fois. Alors, on va revenir à vous, pianiste et compositeur, Jean-Baptiste Doulcet, puisque ce disque se termine par une œuvre de vous, Endymion, d'après un poème de John Keats. Vous me disiez, vous avez fait les choses à l'envers, c'est-à-dire que vous avez étudié la composition
Enfin, vous étudiez le piano déjà à ce moment-là. Alors en fait, j'ai commencé à étudier au CNSM l'improvisation d'abord, puis l'écriture et la musique de chambre, et puis enfin je suis arrivé en piano des années après. Mais alors excusez-moi de vous interrompre, comment c'est possible? Parce que pour arriver au CNSM en piano, il faut quand même avoir une grande maîtrise. Oui, mais c'est-à-dire que l'instrument. je faisais du piano depuis longtemps, mais je me concentrais pas vraiment là-dessus. J'étais plutôt dans l'improvisation parce qu'il y en avait pas beaucoup d'autres. Donc je me suis dit c'est ça ma spécialité. Je suis rentré très jeune dans la classe d'improvisation de Thierry Esquèche et Jean-François Zigel. Je sais pas, à l'âge de 14 ans. Donc après j'ai fait un peu mes armes là-bas et le rapport à l'improvisation a débloqué aussi des choses au piano. À côté, j'avais des cours de piano dans les CMA avec un professeur qui m'a longtemps accompagné, qui a été vraiment formidable pour moi, qui s'appelle Knut Jack, qui est aujourd'hui directeur d'ailleurs du CMA 11. Puis je suis passé 1 an à l'école normale avec Eric Vidon. J'ai beaucoup travaillé l'été dans des académies avec Émile Naoumov. Toutes ces choses-là ont été des sources d'inspiration énormes. Émile Naoumov, tellement imprégné de Nadia Boulanger. Absolument, mais pas que. Enfin oui, mais ça, pour moi, Émile Naoumov, c'est quelqu'un qui m'a appris tellement de choses sur le rapport au son, sur quelque part presque le droit qu'on a de se laisser aller à un son d'outre-tombe presque, enfin, des choses qui connectent avec une dimension beaucoup plus grande que la musique même. Enfin, ça a été vraiment une rencontre énorme. Donc je suis arrivé quand même avec un bagage aussi musical qui était par contre pas très rigoureux, parce que j'avais du mal à travailler tout seul. À côté, chez moi, je faisais de l'impro, je partais, voilà, j'écrivais, je composais, je me disais que c'était ça qui faisait la différence pour moi. Et puis finalement, écoutez, on retombe sur nos pattes. Et puis aujourd'hui, je suis quand même un pianiste avant tout, c'est ça que je montre. Oui, tout en composant, comment ça se fait? Ça se passe, vous faites comme Mahler, vous jouez dans la saison et vous écrivez l'été, ou tout est mélangé? Ouais, faisons attention aux grandes comparaisons quand même, déjà pour commencer. J'espère que j'ai parlé du mode de composition. J'espère achever ma 10e symphonie quand même. Non, je pense que, enfin, pour moi, ça a toujours été tout simplement que la composition a été, alors pas secondaire, je peux pas dire ça, mais j'ai jamais pu faire mes preuves véritablement dans la composition parce que j'ai jamais étudié la composition. Donc je fais pas partie d'un réseau de compositeurs qui est passé par le CNSM ou ailleurs, ou à l'IRCAM dans d'autres styles, etc. J'ai appris par moi-même. J'ai beaucoup écrit pour mon plaisir. Les œuvres parfois ont été jouées, parfois non. Aujourd'hui, le rapport est le même. J'écris quand j'en ressens le besoin. J'écris quand une occasion se présente. Là, c'en était une belle. Faire un disque miraré, un monde fantastique. Je me suis dit, mais est-ce que quelque part, c'est pas original aussi? Et puis c'est moi, de montrer une petite facette voilà, de la part de compositeurs que j'ai aussi et qui prennent pas beaucoup de place dans le disque, mais qui soient un peu un reflet aussi de qui je suis. Et puis ça faisait sens avec John Keats. J'ai trouvé comment incorporer ça. Mais bon, le piano reste la chose principale à 100%, mais à côté, il se trouve que je compose aussi et que j'adore ça, et que j'improvise et que j'adore ça. Voilà. Et vous accompagnez des films muets aussi, vous avez fait ça pour des films de Murnau, L'Aurore, et puis Le Dernier des Hommes, et d'autres films. Oui, j'ai fait beaucoup de films muets accompagnés en improvisation au piano. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais jeune étudiant au CNSM, dans la classe d'improvisation. Il y avait un partenariat qui, je crois, existe encore avec le cinéma Le Balzac. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, c'est à la Fondation Pathé, où on avait l'occasion d'accompagner des films muets, d'apprendre ça, etc. Et je commençais déjà à être passionné de cinéma de mon côté par moi-même. Et de plus en plus, parce qu'après, j'ai commencé à faire de la critique de cinéma. Enfin, je suis rentré aussi dans ce monde parallèle, un autre monde fantastique d'ailleurs, mais pas professionnalisant. C'était pas mon métier, mais c'était une passion telle que il fallait que j'écrive, que j'aille voir des films tous les jours, etc. quand même. Donc, mais l'improvisation me suit encore aussi aujourd'hui, oui, dans les films muets. Mais justement, alors je vais peut-être au risque de tomber dans les clichés, à la fois quand vous accompagnez un film, il y a la contrainte de l'écran, mais en même temps vous avez quand même une très grande liberté, parce que vous n'êtes pas obligé d'adhérer à un style compositionnel en vous disant est-ce que ça va être contemporain, pas contemporain. Vous avez quand même une très grande liberté sous la contrainte. Exactement. Enfin, ça vous autorise des styles de vous laisser guider par ce que vous souhaitez. C'est ça qui est génial dans le cinéma muet, c'est qu'en fait on se rend compte que déjà c'est un art qui est très récent, donc on a quand même le droit de... Enfin, il n'est pas relié forcément à un style de musique.
on a des idées évidemment de comment sonner, on a des partitions de l'époque, des orchestres qui jouaient pour les films. Évidemment, c'était inspiré de certains thèmes, de certaines musiques populaires. Voilà, c'était ce qu'on peut imaginer de la musique d'orchestre de 1900. Mais si on la replace dans un contexte de musiciens plus large, ces années-là sont les années de tous les possibles. Je veux dire, on a encore Rachmaninoff qui est, je prends des exemples, on a encore Rachmaninoff qui est en plein dans une musique lyrico-lyrique. On a Berg qui commence des expérimentations. On a des gens comme Vichnegradsky qui va toucher au quart de ton bien avant l'heure. Enfin, il se passe absolument tout. Donc le style musical européen, même le jazz déjà aussi est là. Il y a tout. C'est vraiment, c'est difficile d'imaginer aujourd'hui quand on accompagne un film muet que il y a une contrainte stylistique, parce que même si oui, quand on accompagne un film de Murnau, on a envie d'être expressif, expressionniste à l'image des images. Mais finalement, on peut aussi imaginer aller beaucoup plus loin, ou alors casser complètement ces codes-là, être dans la rupture. Ça, c'est aussi un autre enjeu de mise en scène, presque, en tant que musicien face au cinéma. Vous me disiez que vous n'avez pas accompagné de films comiques muets. Ça doit être très difficile, en fait, d'accompagner une comédie, justement, pour pas tomber dans la caricature, ne pas briser le rythme. Ça doit être un exercice particulièrement ardu. En fait, j'en ai beaucoup accompagné, mais pas cette année. Oui. J'en ai beaucoup accompagné, oui, des burlesques. Sans aucun doute, c'est le plus difficile des genres. Et peut-être même de la même manière que pour un cinéaste, pour une actrice, un acteur, c'est le plus difficile des genres. Faire rire, c'est bien plus dur que de faire pleurer, on s'en doute. Oui, c'est la même chose, parce qu'il y a une telle minutie rythmique dans la mise en scène, dans les mouvements, dans les rapports de la construction du rire, qui est en plus subjective, que la musique peut vite tout casser. Donc là, l'adage « less is more », c'est vraiment très adapté. Faire des ragtime en permanence parce que Chaplin marche de manière rigolote, ou faire des bruits de sonnette parce que le personnage appuie sur une sonnette, je pense que là on est dans la musique fossile. Voilà, c'est pas des apports esthétiques, c'est zéro enjeu, ça. Mais par contre, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à imaginer, et puis aussi dans le rapport du silence, évidemment. Alors, je rappelle donc votre disque consacré à Schumann, Liszt, et puis il y a cette paraphrase de Liszt sur la valse de Faust qui se termine par une œuvre de vous. Mais parallèlement, vous allez donner un concert le 14 octobre prochain à l'église Saint-Julien-le-Pauvre à Paris. Vous jouerez pas du tout le programme du disque, que je trouve très intéressant. Vous jouerez notamment la deuxième sonate de Rachmaninoff, qui est aussi une œuvre qui est d'une construction pour le moins ardue. Elle n'est pas seulement très très difficile techniquement, mais il y a un premier mouvement qui a l'air redoutablement difficile à construire. Jean-Baptiste Doulcet. Oui, tout est difficile. C'est un tout autre rapport, en effet, à la musique et à la construction, et surtout cette sonate, parce qu'elle elle n'est que d'un seul trait, ces trois mouvements, mais tout s'enchaîne. Le final est quand même extrêmement dur pour les doigts. C'est quand même une œuvre très très difficile. Mais ça, l'idée de jouer ça, c'est aussi, encore une fois, c'était une envie de prendre à bras-le-corps un chef-d'œuvre, et aussi de se dire, voilà, j'ai le sentiment que je peux apporter quelque chose à cette musique. Enfin, je dis ça de manière un peu assez humble, en réalité. C'est pas, je parle pas de transfiguration, je parle pas de version somme, pas du tout. C'est juste de l'envie de le faire, et d'avoir le sentiment qu'on le fait pour une bonne raison. Surtout, c'était aussi une manière d'aller dans un autre répertoire qui est la musique russe, mais pas que. Je vais jouer aussi la deuxième ballade de Liszt pour rester un petit peu listien, parce que je me rends compte que c'est un compositeur dont j'ai du mal à me passer dans les récitals. Alors c'est pas une condition sine qua non, mais je me rends compte quand même qu'il y a tellement de choses de Liszt que j'aimerais jouer. Peut-être parce qu'il a un rapport à la composition qui est très improvisatoire, et peut-être que c'est ça que je trouve dedans, qui me parle et qui rend ça plus immédiatement facile pour moi, entre guillemets. Et Rachmaninoff, oui, c'était aussi un challenge. C'est un autre rapport au son aussi. C'est intéressant pour nous, pianistes, d'ouvrir le son, d'être dans quelque chose d'ample, de lyrique, de too much, mais de savoir réfréner ça aussi. Comment vous construisez un programme de concert C'est-à-dire que vous mettez des œuvres que vous aimez, et comme pour ce disque, vous cherchez après une cohérence, ou alors vous mettez tout simplement des œuvres que vous aimez, et puis vous vous dites advienne que pourra. Alors, je pense que il n'y a pas advienne que pourra, parce que... non, mais j'ai caricaturé. Mais quelque part, je pense que, ce qu'on disait au début aussi, l'envie de jouer des œuvres
suffit. Et on n'a pas toujours besoin de se justifier d'un programme. Je crois pas trop à ça. Pour un disque, c'est un petit peu différent parce qu'il me semble qu'il est important de raconter quelque chose avec un disque, de créer un univers par rapport à qui l'on est, et que mettre en vrac des œuvres qu'on aime, ça c'est une playlist, c'est pas un disque pour moi. Mais par contre, si on peut tout à fait faire un disque, il y a beaucoup d'exemples superbes d'ailleurs, je sais pas, de que Schubert avec telles œuvres de Schubert, voilà, c'est encore autre chose. En revanche, dans la forme du concert, c'est un petit peu différent, tout simplement parce qu'on est dans du vivant direct, on est dans un rapport aussi d'un public immédiat. Par exemple, j'ai pas mal donné récemment la suite Holberg de Grieg avec la deuxième sonate de Rachmaninoff et la deuxième ballade de Liszt, entre autres. Des œuvres qui, en soi, n'ont rien à voir, sinon qu'elles sont toutes très connues, quoique Grieg pas tant que ça. Mais oui, je pourrais dire, voilà, ce sont toutes les trois des œuvres romantiques de divers horizons. Il ne faut pas exagérer non plus. C'est-à-dire la deuxième sonate de Rachmaninoff, elle est très connue, mais c'est pas non plus la Passionata de Beethoven. Enfin, oui, elle est pas, disons, pour les mélomanes, c'est une œuvre assez connue. Non, mais pour vous, pianiste, et puis fait partie du répertoire. Mais quand on voit les programmes de concert, finalement, peut-être que ça a redisparu. La musique pour piano solo de Rachmaninoff n'est pas vraiment la plus jouée. Non, mais parmi dans la musique solo, quand même, la deuxième sonate. En tout cas, c'est une musique qu'on dit malheureusement trop jouée dans les concours, dans les festivals, dans plein de choses. Et peut-être qu'il y a des musiques auxquelles ça fait du mal, en effet, de trop les jouer. Et du coup, si on veut les jouer, il faut un peu s'assurer qu'on prend en charge aussi quelque chose de... Enfin, c'est pas la singularité pour la singularité, mais d'amener quelque chose d'autre, quelque chose qu'on n'aurait pas encore entendu et qui nous semble pourtant être fondamental dans cette musique, et d'essayer de déterrer ça. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le conçois. Après, voilà, des programmes on pourrait dire que tout ça est un programme romantique, mais on s'en fiche. C'est aussi une intuition qui fait qu'on se rend compte que ces œuvres-là marchent ensemble. Des fois, c'est vraiment intuitif aussi. Et alors, on parlait des pianistes que vous n'écoutez pas dans les grands anciens quand vous travaillez une œuvre, justement, pour pas vous laisser écraser par des références. Mais Rachmaninoff, pianiste, c'est un pianiste dont vous écoutez les disques, parce que, outre le génie du compositeur, c'est quand même un immense pianiste. Bien sûr, j'ai entendu beaucoup de Rachmaninoff. Déjà, il me semble que c'est particulièrement important d'entendre les compositeurs, pianistes eux-mêmes, parce que ils ont un rapport de compositeur au piano, même s'ils ne le veulent pas, ils en ont forcément un, et ça, je trouve que c'est intéressant. Et particulièrement quand ils jouent leur propre musique, ça donne beaucoup de témoignages dont on peut d'ailleurs se séparer. Moi, je dois l'avouer, la première fois que j'ai entendu Rachmaninoff jouer Rachmaninoff, j'étais très déçu. Je me suis dit, ah bon, c'est donc si protocolaire que ça, Rachmaninoff. Mais ça, c'est des rapports aussi de génération. On a eu l'habitude d'entendre quelque chose d'extrêmement lyrique et des effusions chez Rachmaninoff. Et en fait, c'est vrai qu'il y a peut-être une dimension qui a été longtemps ignorée, qui est peut-être protocolaire, c'est pas le bon mot, mais c'est un peu dur, mais quelque chose aussi d'une âme russe qu'on n'a pas, voilà, que moi j'ai pas en moi, dans mon sang. Et ces choses-là sont extrêmement importantes. Il faut les écouter, il faut en faire un peu après son miel, mais les avoir en tête. Pour en revenir à vos compositions, Jean-Baptiste Doulcet, dans cette composition qui termine ce disque, Un monde fantastique, Endymion d'après John Keats, vous écrivez à la table, ou alors vous écrivez au piano en improvisant, et puis après vous écrivez ce qui vous paraît mériter d'être transcrit? J'aimerais bien avoir l'air génial et dire que j'écris à la table, mais pas du tout. Non, vous faites ça au piano. Jamais. À la table, je peux pas. C'est piano, ça naît de la source de l'improvisation, oui, absolument. C'est un travail très fragmentaire, en réalité. Je suis l'anti du tilleux, de ce côté-là. J'avoue que j'ai aucune rigueur de le rapport à la table et à cette espèce de trouver en soi des choses. Enfin, si, je trouve des choses en moi, bien sûr, mais d'une autre manière, de manière peut-être plus directe, plus pianistique aussi. Vous me disiez avant cet entretien que vous avez une partition qui vient d'être éditée et donc que les pianistes peuvent se procurer. Exactement, la pièce Endymion qu'on trouve donc à la fin du disque, d'après un poème de John Keats, est éditée. Elle vient d'être éditée par un jeune éditeur suédois que je remercie beaucoup d'ailleurs, qui a une maison d'édition donc qui s'appelle Recapo Édition, RECAPO. Dans le livret du disque d'ailleurs, il y a une mention qui est faite pour retrouver sur le site la version numérique, mais la version physique aussi papier va être disponible à la fin du mois. Donc ça, c'est une chance aussi de pouvoir faire vivre l'œuvre en plus à côté en tant que partition qui peut
je l'espère, intéresser certains jeunes ou moins jeunes pianistes un jour. Mais un pianiste amateur, il peut jouer cette œuvre ou c'est quand même, ça a l'air assez difficile. Je pense qu'un pianiste, un bon amateur, oui, peut la jouer. C'est pas une œuvre de grande J'adore quand difficulté les en réalité. pianistes comme vous disent un bon amateur, ça fait toujours peur. Non, de pas penser. du tout. Non, vraiment pas. C'est pas une œuvre d'une grande difficulté. Et puis de toute façon, tout le monde peut jouer ce qu'elle veut. Je pense que c'est très important, au contraire, de pas mettre des barrières, des barrières comme ça. Non, non, au contraire, je pense que c'est une œuvre abordable de ce point de vue-là. Bon, bah écoutez, en tout cas, je me risquerai pas à l'enregistrer, mais en tout cas, je me risquerai à essayer de la travailler. Jean-Baptiste Doulcet, je rappelle l'apparition de ce disque pour le label Mirare, un monde fantastique qui s'ouvre sur la paraphrase sur la valse de Faust de Gounod Liszt, et puis il y a des leaders de Schumann transcrits par Liszt, c'est Chrysleriana. Et puis on a peu parlé de, après une lecture du Dante, cette fantaisie de Liszt, dont on dit qu'elle est encore plus difficile que sa sonate, qu'à partir de la deuxième année de pèlerinage. Mais enfin, à ce niveau-là, on sait alors pas vous savez ce qu'on dit, les choses qu'on dit. J'ai jamais compris ça. C'est une œuvre difficile comme bien d'autres œuvres de Liszt ou de Schumann ou de Tartampion. Je veux dire, c'est pas après une lecture de. On a l'impression quand on entend ça, mais je l'ai entendu quand j'étais jeune aussi. Je me suis fait une image de cette complètement déraisonnée. Ça dépend pour qui, ça dépend comment, ça dépend. Tout ça est très relatif. Moi, je serais partisan pour dire que Mozart, une sonate de Mozart est bien plus dure difficile. qu'après une lecture de Dante. Ça veut rien. Donc bon, ça dépend des gens et puis voilà. Je pense que tout ça est relatif. Jean-Baptiste Doulcet, en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup, cher Frédéric. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Jean-Baptiste Doulcet, je vous propose de l'écouter interpréter Widmung, un lied de Schumann transcrit pour piano par Franz Liszt, et après une lecture du Dante, une fantaisie du même Franz Liszt, extraite des années de pèlerinage. Je vous souhaite une très belle écoute et une bonne fin de soirée sur RCJ.